merci de nous rejoindre à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. On va parler avec Jacques Vendroux. Bonsoir mon cher Jacques. Bonsoir à tous. De ce mondial que vous avez suivi pendant plusieurs semaines, 5 semaines quasiment à Doha. 5 semaines. Vous étiez sur place, très heureuse de vous retrouver à Paris. On va commencer par l'Argentine, parce que ça se déroule en ce moment même. Il y a une foule innombrable sur la place de la capitale, à Buenos Aires, autour de cet obélisque. Il y a des joueurs qui sont sur un bus à l'Impérial, qui n'en finissent pas de traverser des milliers et des milliers de supporters, une foule extrêmement dense. Comment vous voyez les choses là? Est-ce que c'est mérité? C'est presque normal. C'est normal. C'est presque normal parce que d'abord l'Argentine, même si je vais décevoir certains de vos téléspectateurs ou auditeurs, l'Argentine mérite quoi qu'il arrive d'être championne du monde de football par rapport à ce qu'elle a fait. D'accord. Par rapport à son parcours, par rapport aux 120 minutes, elle a quand même dominé pendant 80 minutes. Pendant 80 minutes, l'équipe d'Argentine menait 2-0. Donc tout ce qui se passe, même si je suis déçu pour l'équipe de France, même si je suis pour Didier Deschamps, pour les joueurs, pour Hugo Lloris, etc., je trouve très honnêtement ce qui se passe actuellement à Buenos Aires, c'est quasiment du jamais vu. C'est-à-dire que, je parle sous votre contrôle, ils mélangent la religion et le football. Quand on dit que le football est une religion, en Argentine, qui est un pays très catholique, eh bien, les déclarations de Messi sont un résumé exceptionnel. Messi dit pendant le début de la Coupe du Monde, je suis sur le terrain. Vous inquiétez pas, je suis sur le terrain. Je m'occupe de tout. Je suis votre capitaine. J'ai le numéro 10. Numéro 10, il y en a un autre. Il est là-haut. Il nous surveille. Maradona. Diego Maradona. Donc cette Coupe du Monde, Diego Maradona l'a joué. Alors vous imaginez quand Messi dit ça, il associe Diego Maradona en disant qu'il est champion du monde aussi. Sur le plan intellectuel, c'est hyper important pour les Argentins. Vous vous rendez compte? Jour férié. Le président de la République a donné jour férié. Ça, c'est quasiment du jamais vu. Enfin, moi, je trouve que c'est normal. C'est normal et ça nous réconcilie aussi un petit peu avec le football, avec toutes ces dérives, avec tout ce qui s'est passé. Là, on retrouve, regardez. La liesse populaire, mais c'est incroyable. On retrouve l'humain. Avec ce bus à l'Impérial marqué Campeones, avec les 3 étoiles, c'est mérité, on va le dire comme ça. C'est complètement mérité. Jacques Vendroux. On va juste faire un petit résumé de ce qui se passe en ce moment en Argentine avec Vincent Fernandez et puis je vous passe la parole ensuite. C'est une marée humaine qui a pris possession de la place de la République à Buenos Aires. Autour de l'obélisque, ils sont des centaines de milliers, aux couleurs de l'Argentine, en bleu et blanc. Des portraits affichant Lionel Messi aux côtés de Diego Maradona sont brandis dans la foule, qui attendent avec impatience leur héros, tout juste rentré du Qatar, Coupe du Monde en poche. Le bus qui transporte l'Albi Céleste affiche 3 étoiles et l'inscription « Champion du monde » en espagnol. Les joueurs, eux, saluent la foule, se prennent en photo, tout sourire, et évidemment brandissent le trophée que le pays attendait depuis 36 ans. Merci beaucoup Vincent Fernandez pour ce résumé de ce qui se passe à Buenos Aires. Maître Golnadel, ça vous étonne pas? Moi, je suis sensible à la prose un peu lyrique de Jacques Vendroux, et elle est bienvenue. Ben oui, je pense que c'est... Enfin, je ne suis pas le spécialiste de la balle au pied qu'il est, mais effectivement, ça n'est pas une victoire qui est volée. Et c'est du patriotisme de bonne aloi qui a été obtenu pacifiquement. Donc, où que je tourne mon regard, j'aurais préféré évidemment que ce soit un autre pays qui triomphe, mais soyons beaux joueurs. Donc, ça me fait plutôt plaisir. C'est une allégresse qui est communicative, je trouve. Jacques Vendroux, cette équipe d'Argentine, à part Messi, elle était quand même ultra solide, on est d'accord? Attention, c'est une équipe qui était très costaud. Ouais, c'est-à-dire que il y avait notamment Alvarez, qui était un attaquant hors norme, qui joue à City. Et donc, il n'y avait pas que Diego, il n'y avait pas que Léo Messi, attention. J'aime bien votre petit lapsus, Diego. Oui, il n'y avait pas que Léo Messi. Il avait une équipe qui ont joué pour lui.
C'est-à-dire que Alvarez, l'attaquant dont je parlais, à un moment, il fait une déclaration, il fait « Je voudrais qu'on soit champion du monde ». Ah bon? Oui, mais je crois que tout joueur qui sont au Qatar veut être champion du monde. Non, pas du tout. Moi, je veux qu'on soit champion du monde pour Messi et pour Diego. Donc, si vous voulez, il y a eu un transfert d'ambition, un transfert de patriotisme. Tout le monde a joué dimanche soir pour Léo Messi et Diego Maradona. Et ça fait partie des belles histoires du foot où il y a encore, même si c'est un peu exagéré, il y a encore de l'affect. Il y a encore des moments d'émotion. Il y a des gens qui pleurent. Et là, qui vont pleurer encore pendant je ne sais pas combien de temps. Mais attention, l'équipe d'Argentine est excellente pendant les 80 minutes. Ils ont marqué. Et surtout, je ne devrais pas le dire, mais c'est pourtant la réalité, ils mettent des claques. Et ils ne sont pas attrapés. Ils mettent des coups et ils ne sont pas attrapés. Il y avait une emprise physique, discrète, sur les joueurs de l'équipe de France, comme en demi-finale. Attention, je veux dire, ils ont toujours joué comme ça depuis que le foot argentin joue comme ça. Vous avez un patron et vous avez 10 joueurs, dont le gardien, qui distribue les petits coups de temps en temps. Et puis je terminerai juste en disant qu'ils avaient un gardien extraordinaire. Un gardien de but. Pas très élégant, hein. Non. Alors, franchement, il est non, lourd absolu. Il est lourdingue. Nul. Je pense qu'il va être sanctionné, parce que c'est ridicule. Il faut... Oui. Mais il a arrêté 2 pénaltys contre les Pays-Bas. Il arrête 2 pénaltys contre l'équipe de France. C'est peut-être un connard, n'ayons pas peur des mots, parce qu'il s'est très mal conduit. Très, très mal conduit. Et donc... ils avaient aussi un grand gardien, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps à l'Argentine. Il a pas été sélectionné pour son élégance. Voilà, et ça, oui, c'est exactement. Ça, il l'a montré. Pour autre chose. Il y a eu des propos racistes aussi à l'encontre des joueurs français. Oui, mais je serais tenté de Vendroux. dire, oui, mais bien sûr, mais ce qui est terrible, c'est que dans toutes les grandes compétitions, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Coupe du Monde de football, vous avez toujours des personnes qui sont irresponsables, des personnes qui veulent diaboliser le football et qui font des propos racistes, mais qui sont d'une médiocrité épouvantable. En tout cas, c'est pas notre culture sur le plateau. Et c'est pour ça que c'est dégueulasse quelque part. Faut pas tout gâcher, je veux dire, en tenant ce genre de propos. Parce que ça reste quand même une belle finale. La France a été quand même championne du monde en 2018 et finaliste en 2022. Donc on n'est pas des trompettes quand même. C'est-à-dire qu'on n'est pas si mauvais que ça. Voilà. Non, on n'est pas mauvais. On n'est pas mauvais. Non, On va revenir sur ce qui s'est passé hier soir à la place de la Concorde. On va garder un œil sur ce qui se passe en Argentine. Mais quand même, hier soir, il y avait quand même 50 000 personnes place de la Concorde à 21h30, alors qu'il faisait vraiment froid. On écoute ce sujet d'Augustin Donadieu, puis je vous passe la parole, Jacques Vendroux, ainsi que sur le plateau. En s'avançant sur le balcon, le capitaine des Bleus et son sélectionneur sont loin d'imaginer la foule rassemblée depuis plusieurs heures pour les apercevoir. 50 000 supporters selon les autorités qui, malgré la défaite, n'avaient qu'un message à leur adresser. Juste merci aux Bleus, juste merci, c'est pour ça que je suis venu rendre un hommage ici. Merci aux Bleus, merci à Deschamps, merci à Kylian, merci à tout le monde d'avoir rêvé. Je suis placé pour voir les joueurs, et du coup malheureusement j'ai pas pu bien les voir, mais on était en communion, c'est le plus important. Les Bleus ont atterri à Roissy peu avant 20h, accompagnés de leur famille. Ils ont ensuite pris la direction de Paris, sous bonne escorte, salués par des dizaines de supporters en bord de route. Les premiers sourires sont apparus sur le balcon, à commencer par Olivier Giroud et Antoine Griezmann, à l'initiative de plusieurs clappings. Les Bleus peuvent sereinement entamer de courtes vacances bien méritées avant de mettre le cap sur la prochaine échéance, l'Euro 2024. Jacques Vendroux, qui est-ce qui perd le plus, je dirais, dans cette équipe de France avec cette défaite? Quels joueurs? Les joueurs? Est-ce que c'est Deschamps? Ils perdent de tous. Tous, oui, ok. Sauf qu'il y a un seul gagnant, c'est Didier Deschamps. Quoi qu'il arrive, il est champion du monde en 2018, il est finaliste en 2022, donc son destin est entre ses mains. Dieu sait si... Par la grande porte. S'il veut sortir, il sort par la grande porte. C'est-à-dire que c'est lui qui va décider. Habituellement, vous êtes toujours en train de discuter, est-ce qu'on prend un tel ou un tel, on fait les questions, on fait les réponses, quel est le meilleur sélectionneur. Là, la France profonde, toute la France veut que Didier Deschamps reste au moins jusqu'à l'Euro 2024. Donc son destin, c'est lui le grand vainqueur. Bon, il aurait été champion du monde, il était super vainqueur. Là, c'est déjà un grand vainqueur et Noël Le Graët l'a dit, attention, il a dit, voilà, c'est lui qui décide. C'est plus moi. Il vient me voir à Guingamp, demain, après-demain,
Il me dit, je suis d'accord, président, pour rester 2 ans de plus. C'est tout. En plus, il n'est pas exigeant financièrement. Il souhaite garder son même staff, etc., même s'il gagne bien sa vie. Non, je veux dire, mais à la limite, ça me gêne pas du tout. Mais je veux dire. Jacques, on dit qu'en fait, il accepterait de succéder à lui-même, à condition d'aller jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, pas seulement. Alors après, c'est ce que j'ai entendu. Non, mais tu as raison, Eric. Ça fait partie des discussions. Tout le monde dit rester jusqu'à l'Euro 2024 qu'il n'a jamais gagné, qui se déroule en Allemagne. Et puis lui, il dit bon, ok. Et pourquoi je resterai pas jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, ou organisée par 3 pays, c'est encore une aberration de la FIFA. Je veux dire, c'est organisé au Canada, aux États-Unis et au Mexique, avec 48 clubs. Mais c'est une blague, c'est une mauvaise blague. Donc ça n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire qu'un pays sur 2 est qualifié pour la Coupe du Monde. Tu n'as plus d'éliminatoire. Mais pour revenir à Didier, c'est Didier qui va décider. Et je pense qu'il va rester. Et sinon, évidemment, le grand gagnant, c'est Mbappé, évidemment, qui a survolé le match. Mbappé est le grand gagnant, parce que d'abord, il a été excellent pendant cette Coupe du Monde. Il est extrêmement déçu, parce que pour avoir le Ballon d'Or, qui est quand même l'un de ses objectifs, il faut gagner la Coupe du Monde de football. Ça peut passer par là. Il peut gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, mais si en plus t'es champion du monde, bon, t'es le grandissime favori. Pour le moment, Messi gagne la Coupe du Monde, et il peut gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Donc, il n'y aurait aucune raison qu'il n'ait pas un 8e Ballon d'Or. Enfin, tout ça, c'est des calculs. Je connais pas autant de personnes en France, sinon Deschamps et Mbappé, qui fassent autant l'unanimité. Je ne leur connais, et je crois à juste titre, aucun détracteur. Et pourtant, c'est des gens plutôt de caractère. Deschamps, il dit ce qu'il pense, mais il le dit bien. Et Mbappé fait, je pense, il force le sympathie par un mélange évidemment de talent, de modestie et de sincérité. C'est vrai que c'est unanime autour de ce joueur. Est-ce qu'il y a, puisque vous revenez du Qatar, vous n'avez pas entendu tout ce que nous, on a dit sur les polémiques, est-ce que par exemple sur Emmanuel Macron, il y a eu un débat sur le fait qu'il était très présent, trop présent, qu'il était dans le vestiaire, sur la pelouse, partout? Écoutez, moi j'ai un avis qui est très clair. Moi, ça ne me choque pas du tout, parce qu'Emmanuel Macron adore le football. C'est un vrai fan de football. Il a été, comme il a été en Russie sur la demi-finale et la finale, il a fait abstraction de son rôle de président de la République, mais il se devait d'être là, parce que c'est son rôle, si la France est en finale, d'être présent. Il retourne au Qatar pour la demi-finale, contre le Maroc. Il retourne pour la finale contre l'Argentine. Moi, je ne suis pas du tout choqué, personnellement. Je ne rentre pas dans tous ces clivages politiques. Je ne suis pas choqué que le président de la République aille régulièrement... Mais c'est pas ça le sujet. Hein. Non, mais moi... C'est pas ça le sujet. Moi, je trouve même... je vais plus loin. Alors, attendez, allez-y, moi, je trouve que c'est maître, bien, c'est important. Le sujet, c'est important. Personne... Enfin, le sujet, il a été... C'était la manière que d'aucuns trouvent un peu lourde, avec laquelle il s'est exprimé auprès de joueurs qui avaient envie qu'une seule chose, c'est qu'on leur laisse la paix. Et puis, peut-être plus profondément, sans même lui faire le moindre reproche, ça a été un bide parce que c'était filmé. La même chose, la même exhortation, les mêmes paroles consolatoires à ces joueurs-là. En privé. S'il n'avait en privé, ou en tous les cas pas exploité autant qu'exploité, qu'il a tenté de l'exploiter, moi je n'aurais rien dit. Une chose est certaine, Jacques, c'est que le résultat, il est quand même pas terrible. On ne peut pas dire que ça soit une victoire à 4-0. Hein. Jacques Vendroux? Non, moi je suis pas d'accord avec vous. Je pense que il est président de la République. Alors évidemment, ça, tout le monde, on va pas discuter là-dessus. Je trouve que c'est surtout sa passion. C'est-à-dire qu'on aime ou on n'aime pas Emmanuel Macron. Moi, j'ai la chance de le connaître. Je l'ai même fait jouer avec le Variété Club de France dans un match à Poissy organisé par Carl Olive. C'est un vrai passionné. Et le fait qu'on filme, qu'il encourage les joueurs, qu'il aille faire un câlin, entre guillemets, à Mbappé, je vous dis franchement, j'étais à la position commentateur, j'ai pas été choqué. Bon, j'ai pas été choqué. Franchement, j'ai pas été choqué. Un tout petit mot de Benzema, quand même. Alors, vous faites bien de m'en parler. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, alors, Jacques ? Je trouve que M. Benzema, qui est un attaquant merveilleux, attaquant fantastique du Real Madrid, je trouve que dire hier qu'il arrête l'équipe de France pour qu'on parle un peu de lui, parce que là, il est complètement oublié, je pèse mes mots, je trouve que c'est pathétique. Il aurait pu dire « j'arrête l'équipe de France aujourd'hui » ou « j'arrête l'équipe de France demain », en respectant le retour des Français et l'arrivée
des Argentins dans leur pays. C'est-à-dire qu'il sort complètement de l'actualité. Là, il veut recréer le buzz en disant « j'arrête l'équipe de France ». Je trouve que c'est pas bien, c'est tout. Moi, j'ai pas trouvé ça très élégant de la part de Benzema. Il pouvait attendre 3-4 jours, bien sûr. ça changeait rien. Et son départ, il y avait vraiment une blessure ou pas, Jacques? Ça a été tout le temps, il y a toujours eu un mystère. Toujours. Dès le départ, il arrive, il est blessé, mais il va jouer, sans jouer, tout en jouant. Mais finalement, il a envie d'être l'avancement de l'équipe de France. Mais finalement, il veut être champion du monde. Mais finalement, il n'est pas champion du monde. Rien n'est clair. Et donc, il s'est enfermé dans un rôle qui manque de clarté. Paradoxalement. Alors, Jean-Sébastien Ferjou. Mais paradoxalement, je comprends. Enfin, oui, effectivement, le fait que Karim Benzema annonce ça hier, c'était très bizarre en termes de com, mais c'est un peu le même sujet qu'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une passion ou des émotions, que Karim Benzema et l'histoire qu'il a avec l'équipe de France, ça n'a pas toujours été simple. Bon, bref, on se souvient d'ailleurs qu'il avait accusé ou qu'il s'était dit que c'était à cause de racisme qu'il n'avait pas fait partie de l'équipe de France. Il a le droit à ses émotions, mais c'est comme Emmanuel Macron. Le sujet, c'est que quand on fait partie de l'équipe de France ou quand on est le président de la République, il y a quelque chose qui dépasse un peu ça. Et la fonction, elle suppose une forme, non pas, c'est pas le sujet, le fait qu'il y soit allé, ni même qu'il soit allé sur le terrain, qu'il soit allé dans les vestiaires. C'est sur la forme, le fait de ne pas savoir réguler ses émotions, parce que de deux choses Alors, vous êtes revenu sur Macron, oui, en fait. Oui, mais c'est parce que c'est la même chose. C'est-à-dire que Karim Benzema, il le fait parce que c'est son humeur, c'est son émotion. Il a envie de marquer son émotion ce jour-là et de choisir ce moment-là. Oui, mais c'est un peu pareil. C'est le fait d'imposer, de se calquer, parce que c'est très contemporain. C'est très contemporain de privilégier ses émotions par rapport justement le fait même. que pulsion. Bah oui, ça, je vous laisse la responsabilité pour le coup de ce moment-là. Mais ses émotions ou ses passions et de les imposer plutôt que de s'effacer parfois derrière ce qui est plus grand que vous-même quand vous faites partie de l'équipe de France. Évidemment, vous êtes président de la République. Éric Revel. Le point de Maître Jacques sur Benzema, je trouvais que c'était terrible. Cette espèce de revanche, le jour où l'équipe de France revient. Mais juste pour illustrer les deux points, on encensait Mbappé, on avait quelques réticences sur Benzema. Les deux tweets sont fantastiques. Nous reviendrons, tweet de Mbappé. J'ai écrit mon histoire, à la fin du tweet, dit Benzema. C'est-à-dire qu'il y en a un qui pense au collectif, et il y en a un qui explique qu'en fait, c'est sa seule histoire sur laquelle... Là, il pense qu'à lui, cette histoire. Il ne pense qu'à lui, il ne pense pas du tout au collectif. Je trouve que les deux tweets résument parfaitement. Mais ça rejoint ce que je vous disais. Il y en a qui sont dans le jeu, il y en a qui sont dans le nous. Bon. Non, mais ça se fait pas. Ça se fait pas. De toute façon, ça se fait pas. Je veux dire, bon, ça se fait pas. Moi, je vais être clair, ça ne se fait pas. Okay. Il faut respecter la tristesse des Français en revenant place de la Concorde. Ils ont la tête ailleurs et ils prennent la nouvelle que Benzema ne jouera plus avec l'équipe de France. Je ne sais pas si les Français de l'équipe de France de football étaient bouleversés par cette annonce de Benzema. Moi, je n'ai jamais tenu Benzema comme une grande conscience. Bon, on n'est pas loin de partager, en tous les cas, ce sujet. Comment vous la voyez, cette équipe de France, là, pour l'Euro, pour le coup? Il y a des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Prometteurs? Très prometteurs. Oui. Il y a beaucoup de jeunes de 22, 23, 24 ans. Il y a Marcus Thuram, le fils de Lilian Thuram, qui est un super attaquant. Il s'est pris une bonne engueulade, quand même, hein? Oui, mais ça, c'est... Non, mais attendez. Paternel. Honnêtement, c'est pas grave. C'est le coach qui demande à Marcus Thuram de mieux défendre, etc. Marcus Thuram est un jeune, un peu tonique. Ça fait partie du film. Ça fait partie. Il y a des engueulades dont on ne saura jamais dans un vestiaire de football qui se termine toujours bien, etc. Ça, c'est... Moi, je suis pas choqué par ça. En revanche, je trouve que il y a... C'est pour ça que Didier Deschamps va rester. C'est parce qu'il s'aperçoit... Je m'excuse, hein, il a le matos. Il a le matos pour aller jusqu'en 2024, quoi qu'il arrive, même pour aller jusqu'à la Coupe du Monde d'après. Si Loris s'arrête, le gardien, 145 sélections. Vous vous rendez compte? 145. Et pas beaucoup de pénaltys arrêtés. Ça, c'est... Il a tellement été brillant dans cette Coupe du Monde. Vous êtes taquin, Éric Revel. Non, mais je sais. Éric me... Non, vous voyez, je crois que... Il y a des très bons joueurs pour l'avenir. Bon, et ça, c'est rare. Ça, c'est important. C'est rare. On va juste terminer par l'équipe du Maroc, qui est fait pareil, son retour à Rabat, avec des scènes de liesse qui sont tout aussi touchantes que celles qu'on voit en Argentine. Ça, c'était une belle surprise, cette équipe du Maroc, Jacques. C'était la surprise inattendue de cette Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'on pouvait faire tous les pronostics qu'on veut. Moi, le premier, on va l'arriver en demi-finale avec le Brésil, avec l'Argentine, avec la France. Je pensais même l'Angleterre, je pensais même les Pays-Bas. Enfin, on était un peu simpliste dans nos pronostics. Et le Maroc a merveilleusement bien joué, il ne faut pas l'oublier. Et ça, c'est le point commun qu'il y a, par exemple, avec l'Argentine.
c'est que le Maroc est un peuple de footeux, de footballeurs. Ils adorent ça. Pour la première fois, vous qui suivez la politique, ou en tous les cas ce qui se passe dans d'autres pays, pour la première fois dans l'histoire du royaume, Mohamed VI est descendu dans la rue avec le maillot de la sélection marocaine. Ce qu'avait jamais fait Mohamed V, ce qu'avait jamais fait Hassan II, etc. Il est parti avec son peuple. Et donc ça, c'est des images, je veux dire, je connais pas, c'est des images qui font du bien au football, qui font du bien. Bon, bah, tant mieux. Et au pays. Et au pays, surtout au pays, à l'unité nationale. Au nôtre aussi, alors après les images de la Concorde, on peut se dire que quand même c'était chouette. Mais est-ce que vous vous rendez compte, Laurent, 50 000 personnes Ah oui, je me rends compte. à 21h30 Ah oui. Il fait froid. Il fait froid, on Ils est sont en là, pleine nuit, on est en au mois de pleine nuit, décembre. ils ont attendu pendant 5 heures, parce qu'un jour, à un moment, ils devaient arriver à 17h, après 18h. Et je veux dire, il faut avoir aussi C'est impressionnant. d'admiration pour ces supporters. Et ils donc- ont remonté le moral des joueurs, vous croyez? Franchement, ça leur fait du bien. Ouais. À tout le monde, ça fait du bien quand on vous dit on vous aime. Ça fait du bien. Et donc là, c'est le cas. Parce qu'ils en ont gros sur la patate quand même. Mais bien sûr. Ouais, mais enfin, Ils ont gagné nos mémoires. Cette Ouais, finale-là, je me Oui, demande ils si ont on perdu s'en le souvient. match. Mais, Je suis Oui, d'accord mais avec vous, Laurence, Laurence, mais je mais- me demande si on se souviendra pas plus de cette finale-là que de celle de 2018. Mais- Moi, je mais- me souviens Je sais pas. très bien de celle de 98. Émotionnellement, je parle émotionnellement, on se souvient du résultat. Jacques Vendroux, le dernier Et mot. moins- On se souvient toujours aussi de 1984 avec la première victoire de l'équipe de France dans un trophée style Coupe du Monde ou Europe. 84, Michel Platini, Alain Giresse, et Joël Batz, etc., Max Bossis. On s'en souvient encore. Donc vous voyez, ça a marqué. Hein. Même si vous perdez, ça marque. En tout cas, merci Jacques. On a vécu avec vous toute cette Coupe du Monde. C'était un bonheur de vous avoir à l'antenne par Skype. Parfois, il y avait des Skype un peu déséquilibrés. J'ai mais fait le maximum mais vous pour étiez là. essayer. J'ai fait le tous maximum. les soirs, c'était formidable. J'ai fait ce Merci que à j'ai vous pu. et à toutes les équipes qui ont travaillé depuis Doha au Qatar. Merci, Maître